Sortir du paradigme de la violence. Pourquoi condamnons-nous les explosions tout en nourrissant ce qui les rend possibles? Il faut souffrir pour réussir. C'est normal d'avoir mal. La vie est dure. Il faut s'endurcir. Il faut se battre pour obtenir ce qu'on veut. Ne te laisse pas marcher dessus. La meilleure défense, c'est l'attaque. Œil pour œil, dent pour dent. La loi du plus fort. On trouve normal de dire ou d'entendre des phrases comme celle-ci. Et puis un jour, face à une situation extrême, on s'émeut, on s'indigne, on se demande comment un tel niveau de violence a-t-il pu être atteint? Comment quelqu'un a pu finir par frapper, humilier, harceler, exploser, par briser une vie, la sienne ou celle d'un ou d'une autre? On condamne, à juste titre, le geste de trop, le cri qui déborde, le coup qui part, la parole qui détruit. Ce passage à l'acte devient impossible à minimiser. Mais avant ce point de rupture, combien de formes de violence avons-nous appelées normalité? Combien de brutalités avons-nous rebaptisées force, exigence, mérite, franchise, éducation, réalisme? Tant de douleurs que nous avons tolérées parce qu'elles ne faisaient pas assez de bruit. Tant de besoins que nous avons appris à nier parce qu'ils ralentissaient la machine. Combien de fois avons-nous encouragé les comportements qui blessent avant de condamner les conséquences qu'ils finissent par produire? Et si le vrai problème n'était pas seulement la violence quand elle explose physiquement? Et si cette violence qui nous choque était en fait l'éclosion visible de comportements néfastes plus ordinaires que nous avons laissé s'installer? Un monde qui condamne les violences les plus visibles, mais qui continue à nourrir jour après jour le paradigme qui les rend possibles. La violence. Et si on osait en parler autrement? Bienvenue dans Le Bonheur à la vie à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources sans se renier ni s'ignorer. Je suis Victoria Bonheur, accompagnatrice en élévation personnelle, tisseuse d'élan fluide et de clarté. Ce podcast est un espace de réflexion sans injonction pour celles et ceux qui veulent vivre autrement, avec plus de justesse, plus de paix, plus de présence. Dans cet épisode, on va parler de ce que j'appelle le paradigme de la violence, de la manière dont il s'installe dans notre société, dans nos façons de penser, de parler, d'éduquer, d'agir, de réagir, et parfois même dans la manière dont nous nous traitons nous-mêmes à l'intérieur. Cet épisode est aussi le premier d'une série de 9 épisodes que je souhaite consacrer à ce sujet. Parce qu'en me penchant sur la violence, je me suis rendu compte qu'elle ne se résume pas seulement à quelques actes extrêmes qu'il suffirait de dénoncer lorsqu'ils surgissent. Elle se forme au sein d'un climat, une logique, une manière de regarder la vie, une façon d'organiser les rapports humains, de se tenir face à soi-même et face au monde. Et cette logique mérite, selon moi, qu'on prenne vraiment le temps de l'interroger, de la remettre en question, si on veut vraiment que la situation change à notre échelle. Les épisodes seront diffusés tout au long du mois de juin, le lundi et le jeudi. Donc, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne Victoria Porte-Bonheur et à activer tes notifications pour être informé de chaque publication des épisodes à la suite. Ce sujet me tient particulièrement à cœur pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il me touche directement à travers mon histoire personnelle. Tout dans mon parcours m'a progressivement amené à chercher une autre manière de vivre que celle que la lutte permanente propose. Pendant longtemps, comme beaucoup, j'ai intégré qu'avancer demandait de se forcer, qu'il fallait tenir, encaisser, se dépasser, même quand le corps demandait grâce. Se reprendre en main, ne pas trop s'écouter surtout. Parce que s'écouter, on nous l'a souvent présenté comme risqué, comme une porte ouverte à la mollesse, à la paresse et au laisser-aller. Va des rétros dans ce monde où la productivité est le maître mot. D'ailleurs, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était la seule voie possible pour être respectable.
Et puis à un moment donné, mon équipe interne, à travers les réactions de mon corps, m'a fait comprendre quelque chose de très clair. Si je voulais survivre, je ne pouvais pas continuer à baser mon mode de fonctionnement sur la lutte. Je dis bien survivre, pas seulement aller mieux, ni être un peu moins stressé, mais bien survivre. Parce qu'à force de vouloir produire du mouvement par la pression, à force de me parler à moi-même comme si j'étais un problème à discipliner et de croire que la brutalité envers moi-même pouvait être une preuve de sérieux, eh bien je n'étais plus en train de me mobiliser, j'étais en train de m'user. Et ma santé a lâché, pas à moitié, m'obligeant évidemment à revoir tout mon mode de fonctionnement. Et c'est là qu'est née l'une de mes principales motivations. Arrête de te battre contre toi-même car vous êtes dans la même équipe. Je l'ai souvent formulé dans le cadre de mon travail d'accompagnement, mais plus le temps passe, plus je mesure que cette phrase dépasse largement la relation à soi. Elle vient questionner quelque chose de beaucoup plus vaste. Pourquoi avons-nous appris à croire que le combat était la manière normale d'exister? Quand on parle de violence, on pense généralement d'abord à ce sujet quand ça frappe fort, quand c'est visible, quand ça laisse des traces identifiables. Un coup, une insulte, une menace, une agression, une humiliation publique, un acte qui fait basculer une situation et que l'on peut clairement désigner comme violent. Et bien sûr, ces violences existent et elles sont graves. Elles doivent être reconnues, nommées et empêchées de poursuivre leur œuvre de destruction. Mais si on ne regarde que celle-là, il nous manque une partie essentielle du tableau. Parce qu'avant les violences qui explosent, il y a souvent les violences qui s'installent. Des violences plus diffuses, moins spectaculaires, parfois, et même souvent, socialement acceptées, voire même encouragées. Cette habitude qui consiste à nier régulièrement le besoin de repos d'un être humain et à appeler ça professionnalisme est une violence. Rabaisser quelqu'un puis dire qu'il ou elle prend tout un peu trop à cœur, c'est aussi une violence. Utiliser la peur comme un outil d'obéissance. Croire qu'un enfant apprendra mieux parce qu'il redoute une punition que parce qu'on a pris le temps de lui expliquer la notion. Appuyer sciemment là où ça fait mal sous prétexte que la vérité, ça dérange, ça aussi, c'est de la violence. Sans parler de traiter sa propre fatigue comme une faute morale, à se dire je suis vraiment nul, je n'ai aucune volonté, il faut que je me mette un bon coup de pied au derrière, comme si pour avancer, il fallait d'abord se mettre à terre. Je vais tout de même prendre un instant pour préciser une chose importante. Tout ce qui est inconfortable n'est pas nécessairement violent. Tout ce qui demande un effort n'est pas obligatoirement violent. Et dire non n'est pas être violent. Poser une limite n'est pas systématiquement violent. Exprimer un désaccord n'est pas non plus violent si c'est fait dans le respect de soi et de l'autre. Il peut arriver aussi de recevoir une parole qui nous contrarie sans automatiquement subir une violence. Ce n'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Le dictionnaire Le Robert définit la violence comme force brutale pour soumettre quelqu'un. Quand je parle ici de violence, je parle d'un mouvement qui, pour imposer, obtenir, préserver ou défendre quelque chose, vient piétiner l'intégrité d'un être plutôt que de composer avec son humanité, avec son corps, sa dignité, ses besoins, son rythme, sa sécurité intérieure, sa capacité à choisir et sa possibilité d'exister autrement que sous la contrainte. Et parfois, cet être dont il est question, c'est nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que j'appelle un paradigme? Un paradigme, c'est un ensemble de règles implicites, un modèle de pensée, un cadre de lecture tellement intégré dans la vie quotidienne qu'on finit par ne plus le voir. Il détermine ce qui paraît normal, acceptable, réaliste, souhaitable même.
Par exemple, si nous vivons dans un paradigme où la valeur est systématiquement associée à la souffrance, alors quelqu'un qui avance dans la fluidité et sans effort paraît suspect. Si je ne m'épuise pas, est-ce que je travaille vraiment? Si ça me semble naturel, est-ce que ça vaut vraiment quelque chose? Si je n'ai pas trimé, est-ce que je mérite d'être reconnu? Dans ce paradigme-là, nous finissons parfois par dévaloriser ce que nous maîtrisons, justement parce que nous ne souffrons plus en le faisant. Or, la maîtrise n'est pas l'absence de valeur. C'est souvent le signe d'un parcours d'apprentissage abouti, d'une compétence intégrée, d'une intelligence affinée. Et c'est d'ailleurs ce que l'on recherche chez les experts. Mais dans une société qui associe encore trop souvent valeur et douleur, ce qui est fluide, pour nous, peut sembler moins noble que ce qui est laborieux. Et ce n'est pas anodin, parce que cela nous maintient dans l'idée qu'il faut toujours payer en fatigue, en tension ou en renoncement pour avoir le droit de considérer que ce que nous faisons compte. Le paradigme de la violence, ce serait donc ce cadre de fond qui nous apprend parfois, sans jamais le dire clairement, que vivre, c'est lutter, réussir, c'est souffrir, respecter, c'est souvent contraindre, éduquer, c'est corriger par la douleur, être fort, ce n'est pas montrer ce qui nous touche, ne pas être vu comme vulnérable, être lucide, c'est s'attendre au pire, être bon, c'est risquer d'être bête, être doux, c'est manquer de colonne vertébrale. Obtenir justice, c'est faire payer à l'autre. Avoir de la valeur, c'est mériter sa place dans l'effort. Et plus ces croyances se diffusent, plus elles créent un monde où la brutalité devient plausible, prévisible. C'est là que quelque chose m'atteint profondément, parce que nous vivons dans une société qui s'indigne, et heureusement d'ailleurs, quand la violence atteint un certain degré de visibilité, quand elle devient impossible à relativiser, quand elle laisse un corps blessé, une réputation détruite, une personne brisée, une famille endeuillée ou une communauté sous le choc. Et parfois, le tout en même temps. Mais nous sommes beaucoup moins promptes à nous interroger sur les logiques qui ont préparé ce terrain. Nous condamnons l'explosion, mais nous valorisons encore trop la pression constante qui la prépare. Nous déplorons les burn-out, mais nous continuons à admirer et à féliciter les personnes qui tiennent tout sans jamais montrer qu'elles sont au bord de l'effondrement. Nous nous inquiétons de la violence entre les individus, mais nous applaudissons encore les discours qui présentent les autres comme des concurrents permanents, des obstacles, des menaces à neutraliser, comme si toute avancée de l'un devait nécessairement se faire au détriment de l'autre. Nous disons vouloir protéger les plus vulnérables, mais nous continuons à mépriser les personnes qui demandent de l'aide ou expriment leurs besoins dès qu'ils dérangent le rythme attendu. Nous disons vouloir plus de paix, mais nous traitons parfois la douceur comme une faiblesse et la retenue comme un manque de caractère. Nous condamnons le harcèlement, mais nous rions encore de certaines humiliations quotidiennes tant qu'elles restent dans le flou du « c'était pour plaisanter » ou « il fait pour le fier, il l'a bien mérité ». Nous disons vouloir éveiller les consciences, mais sur les réseaux, il nous arrive de faire circuler des images, des récits ou des contenus d'une violence extrême, sans préparation, sans filtre, sans souci de l'impact psychique sur celles et ceux qui les reçoivent. Comme si choquer était nécessaire pour faire comprendre, comme si traumatiser était le prix de la lucidité, et comme si pour dénoncer la violence, il fallait encore reproduire ces codes parce que c'est le seul langage qui fonctionne. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut taire les réalités difficiles, ni édulcorer ce qui se passe en détournant le regard de l'inacceptable. Je dis simplement que faire prendre conscience et violenter les consciences ne devrait pas être confondu, et que cet amalgame pointe le doigt sur un paradigme dont nous ne sommes toujours pas sortis, celui de la violence. Au fond, le paradigme de la violence fonctionne ainsi. Il prend une logique de contrainte, de peur ou de brutalité, puis il lui donne un nom acceptable.
On ne te rabaisse pas, on est franc avec toi. On ne nie pas ton rythme, on te pousse à sortir de ta zone de confort. On ne banalise pas la souffrance, on t'apprend la vraie vie. On ne reproduit pas un rapport de domination, on pose le cadre. On ne t'humilie pas, on te remet à ta place. On ne t'apprend pas à ignorer tes signaux intérieurs, on t'inculque la discipline. Et à force, il devient difficile de distinguer ce qui structure de ce qui écrase, ce qui aide à grandir de ce qui apprend à se couper de soi, ce qui relève de l'exigence juste de ce qui relève de la brutalité banalisée. Je crois que c'est pour cela qu'il est si difficile de sortir de ce paradigme de fonctionnement, parce qu'il ne se présente pas comme de la violence, il se présente comme du bon sens. Après tout, on connaît cette formule régulièrement relayée comme une évidence. Les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des périodes de paix, les périodes de paix créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles. Alors, il dit, si on ne durcit pas les gens, ils ne sauront pas faire face. Si on ne met pas la pression, plus personne ne fera rien. Si on ne se défend pas d'abord, on se fera dévorer. Si on écoute trop les besoins, on n'avance plus. Si on ne montre pas l'horreur telle qu'elle est, les gens ne réagiront pas. Le paradigme de la violence se protège souvent en se présentant comme le seul rempart contre le chaos, comme s'il n'existait que deux options, la brutalité ou le laxisme, la dureté ou la faiblesse, la domination ou l'écrasement, la lutte ou l'abandon. Mais si on ose sortir de cette opposition, d'autres questions apparaissent. Et si la fermeté n'avait pas besoin d'être violente? Si la clarté n'avait pas besoin d'humilier? Si l'effort pouvait exister sans devenir une négation de soi? Et si l'on pouvait préparer à la vie sans apprendre que la fragilité, la vulnérabilité étaient méprisables? Et si l'on pouvait nommer l'inacceptable sans à notre tour reproduire l'impact de cet inacceptable dans la manière de le montrer? Je vais te laisser quelques instants pour que tu puisses réfléchir à ces questions. Parce qu'il y a quelque chose que je trouve particulièrement troublant dans cela. C'est qu'à force de vivre dans un monde où la violence est banalisée sous des formes acceptables, entre guillemets, nous finissons parfois par ne plus reconnaître la violence que lorsqu'elle est déjà devenue extrême. Tant qu'une personne continue à travailler malgré l'épuisement, on admire son sens des responsabilités. Quand son corps lâche, on parle de drame. Tant qu'un enfant obéit parce qu'il a peur, on parle d'éducation efficace. Quand il devient un adulte qui ne sait plus faire confiance à ce qu'il ressent, on regrette qu'il manque d'assurance, d'estime de soi. Pour qu'une personne continue d'encaisser les pics, les humiliations, les rappels constants de son insuffisance, on lui dit de ne pas être trop susceptible. Quand elle explose ou disparaît, on se demande pourquoi elle n'a rien dit plus tôt. Tant qu'un individu se montre dur envers lui-même ou elle-même pour produire, réussir, tenir, pour ne pas décevoir, on admire sa détermination. Quand il ou elle ne sait plus ressentir de la joie, de la fierté et a besoin de repos, on parle d'un mal-être qu'on n'aurait pas pu voir venir, d'une dépression, d'un burn-out apparu, dit-on, sans signe avant-coureur. Et on se demande comment on a fait pour en arriver là. Mais peut-être que ce n'est pas si difficile à comprendre. Peut-être que nous assistons seulement à la conséquence tardive de ce que nous avons longtemps considéré comme acceptable. Si ce que je te partage aujourd'hui résonne déjà et que tu sens qu'il met des mots sur une gêne que tu portais peut-être sans l'avoir exprimée jusqu'à maintenant, je t'invite à t'abonner au podcast pour suivre la suite de cette série.
Tu peux aussi me laisser un commentaire pour me dire ce que cette idée de paradigme de la violence vient éclairer ou vient réveiller chez toi. Et si tu connais quelqu'un qui confond encore souvent lutte, force et dureté, discipline et brutalité, eh bien tu peux lui partager cet épisode. Parce que parfois, une réflexion amorcée au bon moment ouvre un espace au changement qu'on ne savait même plus possible. Revenons maintenant au fait que nous assistons souvent à la conséquence tardive de ce que nous avons longtemps considéré comme acceptable. Je pense que c'est ce moment où le sujet devient profondément épineux parce qu'il serait facile d'écouter cet épisode en pensant uniquement aux grandes structures, aux institutions, aux médias, à l'éducation, au travail, aux normes collectives qui sont responsables, voire fautives. Mais le paradigme de la violence ne reste pas uniquement à l'extérieur de nous. Il finit aussi par trouver une place dans nos dialogues intérieurs, dans cette manière qu'on a de se parler comme à quelqu'un qu'il faudrait dresser. Arrête ton cinéma, tu n'as aucune excuse, tu es incapable de t'y tenir, tu as pris des décisions, alors bouge-toi, tu abuses là, tu devrais avoir déjà réglé ça, tu devrais pas être fatigué. Je ne sais pas exactement quelles phrases ont traversé ton esprit au fil des années, mais je sais que beaucoup d'entre nous ont appris à déclencher le mouvement en eux par l'attaque plutôt que par l'écoute. À croire que la culpabilité motive plus que le soutien, que le dégoût de soi pousse à se dépasser, que l'humiliation intérieure nous donne de l'élan. Alors que selon moi, ce sont des choses qui nous consument. Elles nous consument de l'énergie, de la confiance, de l'envie, parfois même jusqu'au désir d'essayer. Et ensuite, il faut 2 fois plus, voire 3 fois plus de ressources pour faire ce qu'on aurait pu faire autrement, si on avait commencé par se soutenir au lieu de se combattre. Et c'est aussi pour ça que je ne crois pas que sortir du paradigme de la violence soit une question secondaire. Ce n'est pas une petite préférence de langage, ni une sensibilité personnelle un peu idéale. Ce n'est pas non plus une manière plus douce de dire exactement les mêmes choses. C'est une autre façon de se demander quel monde voulons-nous contribuer à créer à partir de ce que nous normalisons. Parce que ce que nous appelons normal finit par devenir habitable, et ce que nous rendons habitable finit par se reproduire. Nous en arrivons à considérer notre souffrance comme une preuve de valeur, tout en cherchant des experts, justement parce qu'ils agissent avec plus de facilité. Nous prenons la dureté pour une preuve de force, tout en admirant les personnes capables de parler de leur vulnérabilité et en appelant cela de l'authenticité. Nous traitons la pression comme une preuve d'engagement tout en suffoquant parce qu'elle nous empêche de penser clairement. Nous tolérons le mépris comme preuve de lucidité et l'humiliation comme moyen de transmission, tout en nous plaignant de ne plus pouvoir faire confiance aux autres. Nous faisons de la peur un ciment du groupe, tout en râlant de ne plus réussir à fonctionner en équipe de façon durable. Et par-dessus tout, nous normalisons le fait d'utiliser la violence envers nous-mêmes comme un moteur de progrès, puis, lorsque la santé lâche ou qu'une rupture professionnelle ou personnelle nous secoue, on se surprend à se dire « je me suis oublié en cours de route ». Tout cela crée de la dissonance qui, avec le temps, devient de plus en plus difficile à maintenir. Alors, il ne suffit pas de s'étonner ensuite que tant d'individus vivent en tension, en méfiance, en ressentant de la colère et soient carrément coupés d'eux-mêmes. Il faut aussi avoir le courage de regarder ce que nous avons collectivement laissé prospérer. Sortir du paradigme de la violence ne veut pas dire nier les conflits ou abolir toute confrontation ou encore devenir incapable de poser des limites nettes. Cela ne veut pas dire non plus se rendre disponible à tout et à tout le monde. Non, ce n'est pas cela. Sortir du paradigme de la violence, c'est refuser que la brutalité soit le mode d'interaction par défaut. C'est se demander, puis-je être ferme sans écraser? Puis-je exiger sans mépriser?
Comment puis-je dire vrai sans blesser volontairement l'autre? Que puis-je faire pour soutenir un effort sans me traiter comme un ennemi ou une ennemie? Comment puis-je vouloir la justice sans faire de la vengeance mon seul horizon? Quel angle d'approche puis-je adopter pour sensibiliser sans exposer inutilement au choc? Que mettre en place pour grandir autrement qu'en répétant ce qui m'a abîmé? Alors évidemment, ces questions ne vont pas livrer toutes leurs réponses en un seul épisode. Ce n'est pas leur rôle. Pour aujourd'hui, peut-être que le premier pas consiste simplement à repérer où la violence est devenue si familière qu'elle ne porte même plus son nom. Où est-ce que tu l'as appelée motivation, force de caractère, franchise, normalité? Où l'as-tu banalisé en répondant «Oh, c'est comme ça», alors que quelque chose en toi s'était crispé? Et peut-être aussi, où t'a-t-on appris à croire que tu ne méritais une vie plus douce qu'après avoir suffisamment souffert? Et quelle est la limite de ce suffisamment en question? Si en m'écoutant tu ressens un inconfort ou une indignation, il est possible que ce soit parce que ce sujet vient toucher quelque chose de très concret dans ta façon de fonctionner. Si tu reconnais que tu avances souvent contre toi-même, que tu as appris à te mobiliser par la pression, à minimiser tes besoins ou à associer sérieux et surcharge, et que tu as envie de construire une façon plus juste de te soutenir intérieurement, sache que c'est précisément le type de chemin sur lequel j'accompagne. Tu peux me retrouver sur Instagram via Victoria Porte-Bonheur, m'écrire si jamais tu sens le besoin d'échanger ou découvrir mes offres et mes ressources en description pour aller plus loin dans cette direction. Alors attention, mes accompagnements n'ont pas pour vocation de te corriger comme si tu étais un problème, mais de t'aider à retrouver une manière d'avancer qui ne te demande pas de te flageller pour être valable. Avant de clôturer cet épisode, j'aimerais te partager ceci. Nous avons appris à reconnaître la violence quand elle frappe fort, qu'elle déchire, qu'elle explose et quand elle ne peut plus être niée. Mais peut-être que sortir vraiment du paradigme de la violence demande d'apprendre à la reconnaître plus tôt, dans les mots que l'on répète sans y penser, à voix haute ou dans sa tête, dans les croyances que l'on transmet sans les interroger, dans les douleurs que l'on banalise parce qu'elles sont fréquentes, dans les gestes que l'on justifie parce qu'ils sont anciens, et dans la manière dont on se parle quand personne ne nous écoute. Et peut-être que la première preuve que nous avons appris à vivre dans ce paradigme, ce sont justement les mots que nous utilisons chaque jour sans même les entendre. Ces mots qui transforment la vie en combat, le temps en adversaire, le corps en outil à pousser à bout, l'autre en rival et soi-même en territoire à conquérir. Alors dans le prochain épisode, je te parlerai de cela. Les mots qui nous apprennent à vivre en guerre. De ces expressions tellement courantes qu'elles semblent anodines, mais qui installent parfois en nous une façon violente d'habiter le monde. Je te remercie d'être entré dans cette bulle avec moi. Je t'encourage à partager cet épisode si tu sens que ça peut aider quelqu'un que tu connais à renouer avec le bonheur et la joie. Si ce sujet t'a plu, n'hésite pas à soutenir la chaîne en laissant un like ou un commentaire pour me dire ce qui a particulièrement résonné pour toi. Tu peux aussi poser tes questions si tu en as. Tu peux également me retrouver dès maintenant sur Instagram via Victoria Porte-Bonheur. Parce que le bonheur n'est pas un luxe, c'est un appel à l'alignement de soi, à la vie, à la mort. C'était Victoria Bonheur, dans le bonheur, à la vie, à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant nos ressources, sans se renier ni s'ignorer. À bientôt!